Donc on peut commencer en prenant refuge. Sangye chodan soke chonam la janshu bodu dani kyapsuchi dagi jinsogi petsonam ki dola penche sangye du posho. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par ma pratique de la générosité et des autres perfections. Puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par ma pratique de la générosité et des autres perfections. Puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc il y a peut-être quelques points que je voulais revoir. Je ne vais pas revoir tout ce qu'on a fait ce matin. Je pense que c'était assez clair. Hein, donc on ne va pas revoir tout. Il y a juste 2-3 points que j'ai notés que je voulais éclaircir. Et puis peut-être lire un peu du livre de sa sainteté. Et puis voir si vous avez des questions. Dans ce qui a été fait ce matin, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ah, je ne l'ai pas pris. Ouais. Oui, il y avait une chose que je voulais... j'ai demandé à Geshe-la d'éclaircir, parce que pour moi, je ne sais pas si j'avais... c'était pas très clair. C'est pas super important, mais il me semblait avoir compris, lorsqu'on parle de la strophe 51, je pense... et que l'on parle ou peut-être la strophe 50 je sais plus trop où c'est, mais où il est dit en fait dans les Sutras Mahayana, on parle aussi des 3 corbeilles par rapport aux 3 corbeilles, hein je sais pas quelle strophe c'était 49. Et donc juste dans l'explication en fait, oui c'est 49. Juste dans l'explication, c'est bien, vous êtes venus, vous êtes tous rapprochés là, hein, même Gisèle. Ah ben des chaises, oui il y en a des chaises. Une qui te plaît. Voilà, vous acceptez la parole du Bouddha, comme parole du Bouddha, les discours qui s'engagent parce qu'ils enseignent les entraînements supérieurs de l'esprit. Mais ils sont aussi inclus, hein, la plupart des sutras du grand véhicule enseignent aussi les 3 entraînements. Pourquoi ne les acceptez-vous pas comme la parole sacrée du Bouddha? Il me semblait qu'il avait été dit que dans l'explication que les sutras du Mahayana étaient inclus dans les 3 corbeilles. Hein, et bon, ça c'est, toi aussi t'as compris ça, donc c'est ce qui a été traduit. Moi aussi je l'ai entendu comme ça, que les Mahayana, tu dis non, mais c'est ce que toi tu l'as pas entendu, mais bon, il y a des personnes qui ont pu l'entendre. Moi il me semble que c'est ce que j'ai entendu, que les sutras du Mahayana étaient inclus dans les 3 corbeilles. En fait c'est le contraire, hein, les 3 corbeilles sont inclus dans le Mahayana. Les sutras du Mahayana, qu'est-ce qu'on entend par les 3 corbeilles? Voilà, les 3 corbeilles, c'est les 3 collections d'enseignements, donc du Vinaya, des sutras et de l'Abhidharma. Hein. Le Vinaya, les sutras et l'Abhidharma, c'est ça les 3 corbeilles. Et les 3 correspondent en fait aux 3 entraînements supérieurs qui sont... Et donc le Vinaya parle de l'éthique, les sutras de la concentration et l'Abhidharma de la sagesse. Hein. Donc c'est le rapport entre les 3.
Et donc, le sens ici, c'est que les sutras du Mahayana contiennent aussi les trois corbeilles. Et donc, j'ai posé la question à Geshe-la, c'est ça qui est dit. J'ai posé la question à Geshe-la, j'ai dit à Geshe-la, mais ça veut dire que les sutras du Mahayana comportent aussi, incluent aussi les trois entraînements supérieurs. C'est-à-dire la discipline, la concentration et la sagesse. Geshe-la dit, on peut aussi dire qu'ils incluent les trois corbeilles, même s'ils n'incluent pas le Vinaya en tant que texte. Hein. Les sutras du Mahayana n'incluent pas le Vinaya en tant que Vinaya, n'incluent pas forcément les textes, mais ils incluent les trois entraînements supérieurs. Voilà. Donc c'est ça le sens, hein. Et non pas ce qui a été entendu par certains, que les sutras du Mahayana faisaient partie des trois corbeilles. Enfin, c'est juste une subtilité, mais comme je pense que on l'a peut-être entendu et marqué, je voulais juste corriger ce point. Oui. Oui, les textes du Mahayana, justement, la question a été posée, c'est quoi les textes du Mahayana? Les sutras du Mahayana, il y a des sutras du Mahayana qui sont différents des sutras et qui sont pas dans les trois corbeilles. Voilà. Et donc, principalement, les sutras de la Prajnaparamita, les sutras du deuxième tour de la roue, hein, et donc les sutras, principalement les sutras qui font partie de la collection donc de la perfection de la sagesse. Oui. Dans l'Abhidharma, je ne sais pas si on parle de la perfection de la sagesse. Je dirais que j'ai pas étudié l'Abhidharma, mais si je comprends bien, l'Abhidharma, c'est il y a une liste des phénomènes qui existent. Hein, et c'est ça, la sagesse est présentée différemment. Je pense que quand on parle de la perfection de la sagesse, des sutras de la Prajnaparamita, hein, la sagesse est présentée différemment à ce niveau-là. Comme on disait hier, par exemple, dans l'Abhidharma, il y a deux niveaux d'ignorance qui sont présentés. L'ignorance qui est une perturbation, l'ignorance qui n'est pas une perturbation. Et donc, je pense que l'Abhidharma, c'est la base pour les écoles inférieures. Hein, puisqu'ils disent que la saisie du soi de la personne, c'est les voiles à la connaissance, alors que la saisie du jeu autonome et substantiel, c'est ça qui comporte les voiles des perturbations, ce dont on a parlé hier. En fait, ça c'est la description de l'Abhidharma et c'est la description que suivent les écoles inférieures. Hein. Après, bon, je sais pas, j'ai pas étudié l'Abhidharma, mais je pense que dans l'Abhidharma, la sagesse est présentée comme ça, par l'énumération, en fait, des phénomènes. Ça serait une bonne question à poser à Geshe-la, par exemple. Hein? Oui. Oui. Oui, tous les textes hinayanistes de la base, c'est ce qu'on disait ces jours derniers. Hein. Ces jours derniers, qu'est-ce qu'on disait en fait? Ce qu'on cherchait à démontrer, en fait, c'était démontrer que il faut réaliser la vacuité. Maintenant, j'ai plus tout ça. Établir en fait qu'il faut réaliser la vacuité pour atteindre l'éveil et pour atteindre la libération, donc telle qu'elle est décrite dans les sutras du Mahayana. Et donc c'est aussi établir l'authenticité des sutras du Mahayana. Et donc on disait à un moment donné, les Hinayana qui disaient oui mais nos écritures elles sont valides parce qu'elles sont acceptées par nous deux. Hein. Donc les écritures Hinayana, oui elles sont acceptées par le Mahayana. Hein. C'est le fondement. Le fondement du Mahayana, c'est bien le Hinayana. Donc toutes les écritures sont acceptées comme fondement. Mais il y a des sutras qui sont... proprement dit Mahayana. C'est ce que disait Geshe-la hier d'ailleurs.
à la fin de l'enseignement. Hein. La conclusion, c'est que la vue des Prasangika, c'est la vue la plus aboutie, car on ne nie pas le conventionnel. C'est rattaché à la prédiction du Bouddha sur la venue de Nagarjuna, qui est à l'origine de la voie médiane, entre ce qui existe et n'existe pas. Nagarjuna, en fait, est arrivé à quel siècle? C'était au IVe siècle, donc plusieurs siècles après le Bouddha. Hein, et il a révélé les sutras de la Prajnaparamita. Et donc l'histoire, c'est que ces sutras étaient gardés dans les terres des Nagas, hein, étaient gardés par les Nagas, et qu'il les a ramenés sur la terre des humains. Ça, c'est le mythe, un peu l'histoire. Hein. Il les a ramenés, en fait, dans notre monde, et il a révélé ces sutras de la Prajnaparamita. Donc, à cette époque-là, quand il est né en Inde, et donc Nagarjuna avait été prophétisé par le Bouddha. Hein. 400 ans après... Oui, je crois que c'était dans 400 ans, non? Je sais plus. 400 ans après quoi? Après la mort du Bouddha? Hein? Oui, je sais pas, donc c'est à vérifier. Je sais pas si vous avez les tableaux avec l'histoire des écoles. Hein, tu l'as? Donc voilà, on va regarder sur le tableau. Et donc, Nagarjuna est venu, et c'est lui qui a révélé les sutras de la Prajnaparamita. Hein, à l'époque. Et donc c'est pour ça qu'on dit, en fait, c'est pour ça que les Hinayana disent, mais ces sutras, c'était pas des sutras qui ont été enseignés par le Bouddha. Et donc, le Mahayana, ce que dit le Mahayana, c'était que le Bouddha a enseigné à des audiences différentes et à un public large. En public, il a enseigné l'enseignement qui est l'enseignement de base du Hinayana, mais à certains disciples, il a enseigné le Mahayana. Oui, je pense. Ouais. Voilà, 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, c'est ça, 1er, 2e siècle, voilà, Nagarjuna. Donc c'est à cette époque-là que ces sutras de la Prajnaparamita, qui sont les principaux sutras, en fait, ont été révélés, dont on parle ici. Ensuite, oui, je voulais refaire le point. Bon, bien que je pense que le point était bien fait déjà, mais j'ai reposé la question à Geshe-la parce que j'avais un doute, mais quand on parle... ah oui, Geshe-la a dit il y a une différence entre les deux, entre un arat. Hein, un arat, donc quelqu'un qui a terminé la voie du Hinayana et qui a atteint l'état d'arat, c'est-à-dire qui a atteint la libération, on dit qu'une telle personne n'a pas terminé le chemin. Hein, parce que cette personne donc a éliminé les voiles à la libération, mais n'a pas éliminé les voiles à l'omniscience, et donc n'a pas réalisé le but ultime, hein, qui est celui d'atteindre à l'éveil. Et donc on dit que ces arhats, ils sont réveillés par les Bouddhas, hein, de leur contemplation, et donc ils doivent... En fait, il leur reste à développer la bodhicitta, et donc ils rentrent sur le sentier de l'accumulation du Mahayana. Hein, puisqu'on rentre sur le sentier de l'accumulation du Mahayana lorsque on développe la bodhicitta spontanée. Et donc, ils se retrouvent sur le sentier du Mahayana, hein, sur le sentier de l'accumulation. Donc il leur reste tout à parcourir. Et donc si on compare entre un arat qui rentre nouvellement, qui développe bodhicitta, qui rentre nouvellement sur le sentier de l'accumulation du Mahayana, et sur un bodhisattva, donc un bodhisattva qui n'est pas un arat et qui nouvellement donc rentre sur le sentier de l'accumulation, donc le deuxième va arrivera d'abord à l'éveil et va cheminer plus rapidement vers l'éveil. Hein. Et donc, quelle était la raison?
Quelqu'un prend le micro, s'il te plaît. Il y a un micro quelque part? Sanka? Un micro ambulant, peut-être? Non, un micro ambulant, ouais, ce sera mieux, un micro ambulant, parce que celui-là, il ne va pas arriver jusqu'à Anne. Alors, en fait, je dirais... Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Je dirais que bien dans le micro, en face, ouais, oui. Comme ça. Il semble que j'ai compris que la raison est que les empreintes de cette arate du petit véhicule, pour son d'attachement à une paix et à un bonheur, sont tellement fortes que... Parle dans le micro, s'il te plaît. Ouais. Qu'elles vont être un frein. Mm-hmm. Parce qu'il s'est toujours occupé de lui, de son bonheur, enfin. Mm-hmm. Il a des empreintes très fortes. Gisèle, ouais, d'accord. Moi, j'ai retenu que le mayaniste, il allait aussi plus vite parce que dès le début, il réfléchit à la vacuité. Qui ça? Le mayaniste, pas le Hinaya. Il réfléchit à la vacuité. Du Mahayana, dès le début, il a... D'accord. Et la rate n'a pas réfléchi à la vacuité? La rate n'a pas réalisé la vacuité? Ouais. Non? Et non. Pas dans le sens du Mahayana. Comment ça? La rate n'a pas réalisé la vacuité. Hein? Est-ce que la rate, Yves, est-ce que la rate a réalisé la vacuité ou pas? Oui, c'est ce qui a permis de se libérer. Mais oui, puisqu'on est en train de dire, du point de vue des prasangika, du point de vue des prasangika, même pour atteindre la libération, c'est ce dont on parle depuis 2 jours. Hein? On parle depuis 2 jours du fait que pour se libérer, il faut avoir réalisé la vacuité, c'est-à-dire pour éliminer les voiles à la libération. D'après les prasangika, il faut réaliser l'absence d'existence inhérente, hein, donc de la personne et des phénomènes. Donc un arat a réalisé la vacuité, déjà. Ici, on parle... notre école, c'est les prasangika. Donc si tu veux, c'est un arat. Pour que ça soit un arat, d'après les prasangika, d'après notre école, on parle au niveau, ici on parle, ce texte, c'est un texte prasangika. Quand on explique différents textes, il y a des textes, par exemple, quand on va parler de l'ornement des réalisations claires, c'est un texte donc de Maitreya qui est écrit du point de vue des Madhyamika Svatantrika. Et donc on parle, notre école à ce moment-là, c'est les Madhyamika Svatantrika, parce que le texte a été écrit du point de vue Madhyamika Svatantrika. Ici, nous, on parle du Bodhisattva Charyavatara et on a un point de vue des Prasangika. Donc la rate qui développe nouvellement la bodhicitta, il a atteint la vacuité, il a réalisé la vacuité, puisque c'est un arat. Ouais. Même si c'est un arat du Hinayana, il n'y a pas d'arat. L'arat, c'est forcément un arat du Hinayana. L'arat. L'arat, c'est quelqu'un qui a suivi la voie du Hinayana et qui arrive au résultat de cette voie, qui est la libération personnelle. C'est ça qu'on appelle un arat. Donc un arat, c'est un arat du Hinayana. Hein. Du point de vue des prasangika, hein, Yves? Oui, il a réalisé la vacuité, donc il s'est libéré, il est dans le nirvana, mais il n'a pas travaillé sur la bodhicitta. Et en fait, quand on travaille dans le Mahayana, on développe les deux en même temps. On essaie d'accumuler à la fois des mérites et de la sagesse pour développer en même temps, et les deux se soutiennent. C'est pour ça que ça va plus vite. Mais quand on est dans l'éternalisme de la paix, dans le nirvana, et qu'on commence à vouloir commencer à développer la bodhicitta, on a passé tout le temps, un temps incommensurable, à travailler que pour se libérer soi. Et c'est plus difficile dans ce cas-là d'éveiller la bodhicitta, ça prend plus de temps. D'accord. Oui, mais bon, pour ce qui concerne la vacuité, c'est dont on parle là depuis 2 jours. Hein. Même pour atteindre la libération, il faut réaliser la vacuité, hein, c'est-à-dire l'absence d'existence inhérente. Et pas simplement le non-soi
d'une personne autonome et substantielle. D'accord? D'accord. Donc, oui, les notes que j'ai prises, j'ai redemandé ça à Geshe-la, parce que, mais bien que c'était sûrement clair, la raison pour laquelle le deuxième va cheminer plus rapidement vers l'éveil, c'est que par le pouvoir des empreintes de la rate, hein, il est attiré par la félicité de la paix. Hein. Il est attiré par la félicité de la paix de par les forces des empreintes. Hein. Voilà, il est distrait quelque part. Hein. L'arat va être distrait parce que par la force des empreintes, il va s'absorber en méditation, hein, sur la paix. C'est-à-dire que sans le vouloir, par la force de l'habitude, son esprit va avoir du mal à rester et à développer la bodhicitta pour travailler, faire le bien des êtres. Il va être distrait de faire le bien des êtres parce qu'un peu automatiquement, son esprit va être attiré, hein, et va être attiré dans l'absorption méditative sur la paix, hein, dû à la grande familiarisation. Et donc il va être distrait, et ça va l'empêcher de faire le bien des êtres, hein, de s'engager pour le bien des êtres. Donc il y avait ça. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Donc je voulais reprendre la citation de Nagarjuna, mais on va la trouver, là je vais vous lire un passage de sa sainteté. Et ça, je voulais reprendre ça, voyons, qu'est-ce que c'est. Donc tout existe en dépendance d'une désignation. Il n'y a rien qui ne soit simplement... toutes les écoles acceptent l'interdépendance. Dans l'interdépendance, il y a plusieurs niveaux. L'interdépendance causale, rien n'existe sans être dépendance de cause et de conditions. Donc c'est ce qu'on dit normalement quand on parle d'interdépendance, il y a 3 niveaux. Le niveau le plus grossier, c'est dépendre de cause et de conditions. Le deuxième niveau, plus subtil, c'est les phénomènes c'est la relativité entre le long et le court, par exemple, et aussi la dépendance des parties. Tout existe en dépendance de ces parties. Comme par exemple, quand on fait la méditation sur le jeu, il existe en dépendance de toutes ses parties physiques et mentales, par exemple. Il y a les dépendances à ça. Hein. Ou alors le jeu existe en dépendance des parties temporelles. Ça, c'est intéressant aussi à réfléchir dans la méditation. Je dépends des parties physiques et mentales. Et le jeu aussi, si je prends par exemple, je prends Chantal ce matin, est-ce que c'est la même que c'est pas tout à fait la même. Même 5 minutes avant, c'était pas la même. Elle disait autre chose, elle pensait autre chose. Et aussi, si on pense à l'impermanence, tout change en fait à chaque instant. Donc, je peux pas dire que Chantal il y a 5 minutes, Chantal hier, Chantal il y a 10 ans, Chantal il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 40, j'en ai 60. Hein. Et donc, Chantal dans le ventre de sa mère, hein, est-ce que c'est la même, hein. Donc, tous ces instants, en fait, c'est aussi des parties de la personne. Hein. Et donc c'est l'interdépendance en fonction des parties. Ça, c'est aussi intéressant dans la méditation. Si vous dites, est-ce que le jeu existe? Il existe, et alors, est-ce qu'il est un avec ses parties? Donc, laquelle est Chantal, finalement? On peut dire toutes, mais alors ça veut dire que Chantal, il y en a beaucoup. Hein. Enfin, bref. Tout ça pour dire la dépendance dépendante de parties. Et donc, troisièmement, rien n'existe comme étant simplement désigné. Alors, rien n'existe sans être simplement désigné. Donc, il y a ça. Donc, à ce sujet-là, donc Gabriel me faisait remarquer justement, et c'est vrai aussi, il faut faire attention parce que on dit quelquefois le jeu est une simple désignation. Hein, on utilise cette expression, mais cette expression, elle n'est pas vraiment juste. Est-ce que le jeu est une simple désignation? Est-ce que c'est une simple désignation? En dépendance d'une base. Une désignation en dépendance d'une base. C'est ça? Mais c'est quand même une désignation. Le jeu est une simple désignation.
Hein? Pardon, tu veux prendre le micro? Bah, ou je répète ce que tu dis, vas-y. Donc, tu n'as rien d'autre à dire que le jeu est une simple désignation sur une base. Donc, si c'est une simple désignation, moi, je veux discuter avec toi. Alors, ça veut dire que c'est une simple désignation. Donc, c'est quoi? C'est le son? C'est le concept? C'est quoi? Non, c'est conceptuel. C'est conceptuel. Donc, c'est un concept. Oui, Le jeu est un concept. je dirais ça. D'accord. Qui c'est qui veut dire quelque chose? Catherine, tu es d'accord? Une simple désignation sur la base des agrégats? Allez, Yves. Est imputé sur la base des agrégats. Le jeu est simplement imputé sur la... Vas-y. Oui, en fait, le jeu ultime est simplement imputé sur la base d'agrégats, mais un jeu Le conventionnel... jeu ultime est simplement... Il y a un jeu conventionnel qui existe, et qui fonctionne, mais qui n'existe pas réellement de par ses... Attends, le jeu ultime est simplement... est imputé sur... Est-ce que le jeu ultime est simplement imputé sur les agrégats? Oui, non, il n'existe pas intrinsèquement. Il n'existe pas ultimement. Simple... C'est le jeu conventionnel qui existe en étant simplement des... Hein? Oui, et qui fonctionne. Il fonctionne, oui. Oui. C'est pareil. Hein. Il n'existe que comme une simple imputation sur la base des agrégats. D'accord. Et donc, est-ce que cette imputation, la définition de la personne, en fait, c'est ce qui est imputé sur les agrégats. C'est pas une imputation. Il faut faire attention. Parce qu'on s'exprime de cette façon-là. Bon, Valérie elle-même le dit, hein, et peut-être qu'en tibétain on le dit aussi. Le jeu est une simple désignation. Hein. Mais c'est pas une désignation, c'est pas un concept, c'est pas un seul nom. Ce que ça veut dire, c'est que le jeu existe par la force, par la force de la désignation, de la dénomination, de la désignation. Hein. Il existe grâce à la désignation, mais le jeu, c'est quoi? C'est la personne qui va de vie en vie, qui accumule du karma, qui fait l'expérience du bonheur, de la souffrance. C'est ça la personne. Et elle existe grâce à la dénomination. Mais si on dit que la personne est une simple dénomination, ça veut dire que la personne est un mot ou un concept. Est-ce que le concept, personne, ou est-ce que Chantal, le nom ou le concept de Chantal, est-ce que c'est ça qui fait l'expérience du bonheur et de la souffrance et qui accumule du karma? Non, c'est pas le concept. Donc, il faut faire attention. Parce qu'on fait cette erreur de penser, donc la personne ou le phénomène conventionnel, c'est un simple nom ou une simple désignation. Mais ça n'est pas une simple désignation. Ça voudrait dire que c'est juste un nom, un concept. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Parce qu'on ne peut pas dire que le concept Chantal, c'est quelque chose d'abstrait. Le concept Chantal, la personne, c'est pas la personne. Parce que ce concept, c'est pas ce concept qui fait l'expérience de la vie, du bonheur, de la souffrance, qui s'engage dans des actions, etc. Donc, quand on parle ici de désignation, c'est en étant simplement désigné. Donc, tout existe simplement par par le pouvoir de la désignation, en étant simplement désigné. Mais ça ne veut pas dire que c'est une simple désignation. Donc, Geshe-la a donné cet exemple de lui-même. En fait, si un phénomène existait sans être seulement désigné, on devrait le connaître pour ce qu'il est. C'est ce qu'a dit Valérie. On devrait le connaître pour ce qu'il est. Donc ici, on utilise la double négation. Vous comprenez bien, parce que on parle de la vacuité. La vacuité, c'est une négation. Parce que ça serait plus simple. On dit un phénomène n'existe pas. Bon, là, la note que j'ai prise, c'est si un phénomène n'existe pas seulement par la désignation. Mais c'est pas très clair. Un phénomène n'existe pas seulement par la désignation. Ce que ça veut dire, en fait, c'est si un phénomène
existe, le phénomène n'existe pas sans être seulement désigné. Hein? Ça veut dire le phénomène existe en étant seulement désigné, en fait. C'est une double négation. Le phénomène existe en étant seulement désigné. Il n'existe pas sans être seulement désigné. Hein. Il n'existe pas autrement qu'en étant simplement désigné, ça veut dire. Hein. Il n'existe pas autrement qu'en étant simplement désigné. Donc il existe par la simple désignation. Hein. On utilise beaucoup ça serait plus facile de parler en termes positifs, mais le fait d'utiliser les négations, il y a un sens à utiliser la négation par rapport à la vacuité, puisqu'on nie quelque chose. Hein. Il n'existe pas en dehors du fait d'être simplement désigné. Hein. C'est clair ou pas? Oui. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de son propre côté. Et s'il existait... s'il n'existait pas comme ça, seulement par la désignation, en fait, s'il n'existait pas en étant seulement désigné, s'il n'existait pas en étant seulement désigné, il existerait de son propre côté. Hein, sans désignation. Ou avec désignation, mais de son propre côté. Mais là, il est seulement désigné, donc il n'existe pas du tout de son propre côté. Hein. Et donc, Geshe-la a pris cet exemple, il dit, si l'Oden n'est pas simplement désigné, on saurait que c'est l'Oden avant qu'il soit nommé. Je ne sais pas si ça a été traduit, mais c'est un peu ce qu'il a dit. L'Oden existe simplement en étant désigné en tant que l'Oden. Et puis il a donné aussi l'exemple du Geshe. J'étais pas Geshe, je suis devenu Geshe parce que bon, il y a une base, il a fait des études et tout ça, il a reçu un diplôme, on l'a appelé Geshe, il est devenu Geshe Loden. Mais avant ça, il n'était pas Geshe Loden. Donc il est devenu Geshe parce que comme ça. Hein. Sinon, si c'était de son propre côté, il aurait été des Geshe Loden sans ça. Avant, je n'étais pas Geshe. À la faveur des études, etc., on m'appelait ainsi. Et donc, l'Oden s'est appelé Geshe. Hein. Ça montre qu'il n'existe pas de son propre côté. Mais il existe par la force de la désignation. Hein. S'il existait de son propre côté, on devrait le trouver, mais on ne le trouve pas. Moi, je donne toujours l'exemple du A. Hein. J'aime bien l'exemple du A, de la lettre. Hein. Imaginez une lettre A sur un tableau. Hein. Vous n'avez jamais entendu l'histoire du A? C'est toujours mon exemple favori. L'Amazopade fait ça aussi. Hein. Vous avez un grand A sur une feuille. Hein. Pardon? Oui. Pardon? Attends, je vais le faire. J'ai un feutre, ouais. Alors, il faut que je le dessine bien. Qu'on le reconnaisse. Bon, on peut prendre n'importe quelle lettre. Hein, mais ça, c'est... Qu'est-ce que vous voyez là? Hein, vous voyez un A? Vous êtes d'accord? Vous voyez un A. Bon. Oui, mais bon, quand je te dis qu'est-ce que tu vois un A. Oui. Après, si tu réfléchis, tu dis, est-ce que tout le monde voit un A? Oui. Mais suppose que quelqu'un vient, suppose que tu n'as pas appris l'alphabet, hein, ou suppose que quelqu'un rentre dans cette pièce, hein, et qu'on lui montre ça, est-ce qu'il voit un A? Non. Il ne voit pas un A. Hein. Ouais, un shampoing, une fusée, tout ce que tu veux, il peut voir. Hein, mais il ne voit pas le A. Hein. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que le A, il vient de votre esprit. Hein. Parce que si le A existait de son propre côté, tout le monde verrait le A. Même la personne qui n'a pas appris que c'est un A. S'il était de son propre côté, il existerait de ce côté-là. Ça montre que le A, il est imputé. Il existe parce que vous imputez. Vous l'imputez, vous le désignez A. Pourquoi? Parce que c'est conventionnellement, vous avez appris que c'est A. Hein. Mais quand vous le voyez, est-ce que vous le voyez comme étant simplement désigné sur la feuille, le A? Quand vous le voyez spontanément, que je vous le montre. Hein? Vous voyez un A qui vous attend là, sur la feuille, qui existe sur la feuille, qui vous attend. Hein, qui existe là, en dehors de vous, qui n'a rien à faire avec votre conscience. Hein.
Donc ça montre, c'est simplement, ça montre qu'il ne nous apparaît pas comme étant simplement désigné. Il nous apparaît comme exister de son propre côté, mais il est simplement désigné. S'il existait de son propre côté, donc comme il est dit, s'il n'existait pas seulement par la désignation, on devrait le reconnaître pour ce qu'il est. Hein. C'est-à-dire, s'il n'existait pas en étant simplement désigné, n'importe qui viendrait et le reconnaîtrait comme un A. Hein. Mais il existe simplement par la désignation. Donc c'est un exemple facile, hein, pour comprendre. Et quelquefois, vous voyez bien, quelquefois on voit quelque chose et on le prend pour quelque chose d'autre parce qu'on n'a pas donné la bonne désignation, on n'a pas bien vu ou on n'a pas reconnu. Ça arrive souvent, ça. On voit un objet, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, ou un signe quelquefois. Hein, et on va reconnaître un signe parce qu'on a appris les choses. Bon, voilà. Pardon ? T'as gagné un A. Oui, ben c'est un bon... J'en ai dans mes notes. J'ai beaucoup de notes. J'ai beaucoup de papier. J'ai des A de temps en temps. Mais là, je ne l'ai pas pris. Oui, parce que c'est mon exemple préféré. Bon. D'accord. Je vais vous lire un petit peu de sa sainteté. Est-ce qu'il y avait des questions ? Est-ce que vous aviez des questions ? Vous voulez qu'on lise un peu de sa sainteté ? Vous n'êtes pas trop fatigué ? Ça va ? Alors c'est le livre comme ça, page 163, en résumé. Mais bon, en fait ça commence déjà, où c'est que j'ai mis ça ? La 160, qu'est-ce qu'il dit à la 160 ? Sa sainteté, il dit, il convient d'envisager deux soi différents. Hein. Il dit... il faut distinguer entre le soi qui est l'objet perceptible et le soi qui est l'objet conçu. Le soi qui est l'objet perceptible, c'est le jeu qui est la personne en fait. Il y a une personne qui existe, la personne conventionnelle. On dit, je suis assis, je suis ici dans cette pièce, etc. Donc ça c'est le jeu conventionnel qui existe, qui est désigné sur les agrégats. Et aussi en fonction de ce que font les agrégats, on désigne, je suis assis, je me lève, je fais ceci, je fais cela. Donc ça c'est le soi perceptible. Il faut distinguer entre le soi perceptible et l'objet conçu. Le soi qui est l'objet conçu. Qui est l'objet conçu de la saisie du soi. Hein. On dit l'ignorance, c'est la saisie du soi, c'est la saisie de l'existence réelle, intrinsèque du soi. Et l'objet qui est conçu par cette conception, c'est une conception, un concept, l'objet qui est conçu par cette conception, qui existe véritablement, c'est cet objet conçu qui est l'objet à réfuter. Il convient d'envisager deux soi différents. De fait, l'individu existe, l'individu agent ou patient des bienfaits comme des préjudices. C'est lui qui est pris pour objet par la saisie du soi inné. Donc il y a l'objet, la saisie du soi inné prend comme objet d'observation le soi ou la personne qui existe conventionnellement. Et exagère un soi, une existence intrinsèque réelle, et ça, c'est ça qui n'existe pas, le soi conçu. Alors, ici, à la page 163, sa sainteté qui dit, en résumé, il est capital de distinguer l'objet perceptible de l'objet conçu. Le premier existe à coup sûr. L'objet perceptible, le jeu qui existe. Retenez bien qu'on ne réfute en rien les existants, tels que les agrégats et autres. On ne réfute pas l'individu, le jeu. Le jeu existe. Loin de démentir l'individu que nous sommes, nous l'affectionnons et nous disons vouloir devenir Bouddha. C'est bien parce que nous nous considérons importants que nous envisageons de devenir Bouddha, ce qui prouve par ailleurs qu'il n'est pas question pour nous de nier notre propre existence. Jamais nous n'irons prétendre que l'individu n'existe pas du tout. Ce qui pose problème, c'est que tout ce qui apparaît à notre esprit lui présente un aspect absolu, substantiel.
Vraiment, ce que disait toujours Je Tsongkhapa est d'une extrême portée. Or, la sagesse supérieure, non conceptuelle, absorbée en la compréhension directe de la vacuité, toutes les perceptions des êtres non-Bouddha sont sans exception des perceptions inexactes. Parce que tout ce qui apparaît comme avec une existence inhérente. Entrevoyez-vous ce que cela implique? Toujours est-il que tout objet qui apparaît ne peut que donner l'impression d'être absolu, et si nous allons chercher quelque chose à réfuter en dehors de ce fait, que tout nous apparaît comme d'une réalité palpable, nous ne trouverons que des objets à réfuter grossiers. Par conséquent, nous devons d'abord comprendre ce en quoi consisterait le soi inexistant s'il existait. Il est indispensable que nous acquérions une idée précise de ce que serait le soi démenti dans l'expression non-soi. Car c'est ce soi qui doit être anéanti par la sagesse comprenant le non-soi. Et donc, au bas de la page 165, cette saisie du soi, ou encore du moi, est une perception qui ne doit rien aux spéculations des philosophes. Elle se retrouve chez tous les êtres animés, jusqu'aux plus petits insectes. Ici, c'est la différence entre la saisie innée et la saisie acquise. Donc, ce qui est la racine de l'existence, c'est la saisie innée, pas la saisie acquise. Donc ça, c'est important aussi. Elle se retrouve chez et ça veut dire qu'elle se retrouve chez tous les êtres animés jusqu'aux plus petits insectes, et on l'appelle la saisie du soi inné. Ensuite, à partir du mode d'apparence de la saisie du soi inné, les différents systèmes philosophiques raisonnent, observent, et renforçant encore la base de la saisie du soi, ils génèrent une saisie d'absolu intensifiée, encore plus convaincue du caractère autogène des choses. C'est la saisie du soi acquise. La racine du samsara est constituée par la saisie du soi inné, mais en vue de dissiper la dite saisie du soi inné, il est nécessaire de réfuter l'objet conçu de la saisie du soi acquise. En résumé, le moi, l'individu existe incontestablement. Il y a quelqu'un qui jouit des bienfaits ou subit des torts, qui accumule des karmas, qui expérimente des joies et des peines. Mais au plus profond de notre esprit, qui le dénomme moi, il semble être montrable du doigt. Il donne l'apparence d'être le collecteur du karma, l'expérimentateur de résultats, bref, d'être un individu doté de caractéristiques propres, une sorte d'entité inconditionnée. Si l'individu existait conformément à l'apparence qui se forme à l'esprit, il devrait être substantiel, être une réalité que l'on puisse désigner du doigt. Et quand on cherche à déterminer avec précision où se situe l'entité montrable du doigt, l'entité montrable du doigt devrait acquérir une clarté de plus en plus grande. Le moi serait établi avec un sens ou encore une substance différente de celle des agrégats, mais il n'existe rien de tel. S'il existait un moi qui soit une entité absolue, il ne pourrait qu'être ainsi, c'est-à-dire de nature distincte de celle des agrégats. Il n'y a pas d'autre éventualité. Ainsi que l'énoncé Nagarjuna dans le Ranamala, l'individu n'est pas l'élémentaire, ni l'eau, ni le feu, Donc, la personne, ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni l'espace, ni le vent, ni la conscience, ni l'ensemble. Mais où y aurait-il un être en dehors de cela? Donc, si l'individu ou sa modalité typique se trouvait d'une part au sein du corps, agrégat constitué par les 4 éléments, et d'autre part au sein de la conscience qui prend appui sur le corps, serait-il l'élémentaire, l'eau ou le feu? Quand on cherche à déterminer dans l'agrégat physique, on ne trouve strictement rien qu'on puisse retenir en tant qu'individu type. De même pour la conscience, elle est la conscience de l'individu, ou encore ma conscience. Elle est donc un objet de possession. En notre pouvoir, il ne conviendrait pas de confondre le dominé avec le dominateur. Aussi,
la conscience non plus ne peut-elle représenter l'individu. L'ensemble des 5 agrégats ne le peut pas davantage, pas plus que chaque composante isolée. En fait, quand on analyse l'individu ou encore le soi ou le moi, en vue de mettre le doigt sur ce qu'il est vraiment, on pourra le décortiquer de la tête aux pieds, mais qu'il s'agisse de son corps composé ou de chacune de ses composantes, qu'il s'agisse de l'ensemble constitué ou du continuum de chaque partie constitutive, il n'y a strictement rien qui soit l'individu proprement dit. Donc, au plus haut niveau, les Bouddhas, pour lesquels nous avons tant de foi, les Tathagatas ne sont pas les agrégats, mais ce ne sont pas non plus autres que les agrégats. Ceux-ci n'ont pas cela, ils n'ont pas ce sens. Les Tathagatas n'ont pas d'agrégat absolu. Mais que sont alors les Tathagatas? Les Tathagatas n'équivalent pas à leurs agrégats purs. Leurs agrégats purs ne peuvent pas non plus être considérés en tant que Tathagata, individus. Les agrégats seraient le support et les Tathagatas, en quelque sorte, prendraient support sur eux. Les Tathagatas ne se fondent pas sur eux, ni réciproquement, ni les Tathagatas qui prendraient support, ni leurs agrégats n'ont de substance propre, sinon ils devraient être de nature distincte. Dès lors que les Tathagatas ne résident pas en le support de leurs agrégats, cela exclut qu'ils forment une unité. Admettre qu'ils reposent les uns sur les autres signifie qu'ils soient distincts les uns des autres, ce qui est irrecevable. Il en ressort qu'il est impossible de découvrir ce qu'on appelle le Tathagata. Voilà, donc il n'y a pas que nous qu'on ne trouve pas, de même le Tathagata, le Bouddha, tout est vide d'exister de son propre côté ou de par sa propre essence, comme ça nous apparaît. D'accord? On va rester là? Hein? Oui? Comment? Oui, à voir et à revoir. Ouais. Demain, on fera cette méditation peut-être à chercher justement dans les agrégats, hein, comme il est décrit dans la strophe là. Sa question était très intéressante. Et justement, je lisais, bon, je ne veux pas vous garder trop longtemps, mais il y avait ça aussi qui n'était pas très... en lisant dans le... Quelle heure? Attends, qu'est-ce que c'est? On était où là? 40, 41. En lisant page 142, 143. Oui, sa question était intéressante. Comment savoir si ce que l'on cherche à faire naître, c'est quoi? C'est la saisie d'existence inhérente du jeu. C'est ça qu'on essaie de faire naître. Et sa question, c'était comment sait-on si ce qu'on arrive à faire naître, c'est la saisie de l'existence inhérente ou c'est la saisie d'un jeu autonome et substantiel qui est décrit comme étant qui étant grossier, mais qui est grossier pour les prasangikas, ouais, qui est subtil pour les autres, et qui est décrit comme étant, par exemple, dans un groupe de marchands, la tête des marchands, mais qui est un marchand, mais qui est la tête par rapport aux agrégats. Hein. Et comment savoir? Et donc, qu'est-ce qu'il a répondu, Geshe-la? Que c'était subtil. Oui, mais il a dû donner une réponse quand même. Que c'était le premier qu'il fallait nier. Hein? Hein? Oui. Celui qui s'impose. Je lui en ai reparlé en fait. Le jeu qu'on saisit spontanément, instinctivement. Donc c'est inné. Ouais. Après, bon, il y a aussi dans tous les... Donc ça, on n'a pas le temps de le faire, mais j'avais un peu revu ça. La saisie, à la page 142 du commentaire, justement, ça prête un petit peu à confusion ici. Juste, bon, si vous voulez, puisqu'on est là, voici la différence entre la saisie de la réalité acquise et innée. 142 là-bas, en bas. Qu'elle observe la personne ou bien les agrégats, la saisie qui existe chez tous,
Ceux qui sont influencés par un système, de même ceux qui ne le sont pas, c'est une cognition qui les saisit comme étant établie de par leur propre nature, de par leurs propres caractéristiques, qui ne dépend pas d'un engagement dans une analyse logique, qui est engendrée toute seule spontanément. C'est la saisie de la réalité innée. D'autre part, la saisie qui dépend d'un engagement dans une analyse logique, qui pense qu'il est correct que ceci existe réellement, ceci est réel, c'est la saisie acquise, la saisie de la réalité acquise. En fait, tous les niveaux, pour les prasangika, une personne qui existerait de façon permanente, unique et indépendante, ça ne peut être que acquis. Mais les autres niveaux ont tous des niveaux acquis et des niveaux innés. Les niveaux acquis, c'est ceux qu'on apprend en fonction d'un système philosophique. Ce sont ces saisies qui naissent en fait de l'étude ou du fait d'avoir été exposé à des vues philosophiques. Ça, c'est les niveaux acquis. Le niveau inné, c'est ce qui naît spontanément. Et que tous les êtres ont, et c'est ça la racine du samsara. Donc à part le premier, le deuxième, donc la saisie d'une existence autonome et substantielle de la personne, ainsi que l'existence inhérente, ont des niveaux acquis et des niveaux innés. Alors après, à la 143, et c'est là que je pensais que c'était un petit peu confus, enfin pas forcément confus, mais en ce qui concerne la saisie du soi de la personne, certaines saisies d'existence substantielle et autonome sont incluses dans la saisie innée. Donc, la saisie d'existence substantielle et autonome, il y a les deux, il y a l'acquis et l'inné. Par contre, il faut savoir que la saisie de la personne et des agrégats comme étant similaires à un maître et ses serviteurs ne peut être qu'acquise. Donc ici, je pense qu'il fait référence à la première. La saisie d'une personne permanente, unitaire et indépendante des causes et des conditions. Parce qu'il dit qu'elle ne peut être que acquise. Donc, il ne fait pas référence ici, oui, il fait référence à la première. Et il y a une différence quelquefois quand on parle justement de la première, la saisie d'un soi permanent, unitaire et indépendant, on dit qu'il est similaire à un maître et ses serviteurs. Et de la deuxième, en fait, la saisie d'existence autonome et substantielle, on dit que c'est pas vraiment comme le maître et les serviteurs, parce que le maître et les serviteurs sont des catégories différentes. Alors que dans la saisie de l'existence substantielle et autonome, c'est plutôt comme un chef de groupe. C'est plutôt comme le chef des marchands. Il y a par exemple, imaginez des représentants par exemple, ils font une équipe et parmi eux, il y en a un qui est aussi un représentant et qui est le chef. Donc, il a un statut spécial, mais il est quand même un marchand. Et donc, c'est ce qui exemplifie ce soi, en fait, qui serait autonome et substantiel. Pourquoi ? Parce que la notion du jeu, dans cette saisie, elle est mêlée aux agrégats. Le jeu fait partie des agrégats, mais a un rôle de contrôle sur les agrégats. Donc, il y a cette nuance entre les deux. Et donc, la jeune fille, je pense qu'elle parlait de justement celui qui est autonome et substantiel et qui est décrit, en fait, comme le chef des marchands, un peu. Pas vraiment comme, je vais redemander à Guichet mais pas vraiment comme le maître et les serviteurs, mais plutôt comme le chef des marchands. Et donc, j'ai redemandé à Guichet j'ai dit, mais comment savoir si on a bien, en fait, si ce qu'on fait naître, c'est bien la saisie de l'existence inhérente. Et pas la saisie autonome et substantielle. Donc, autonome et substantielle, c'est quelque chose qui est dans les agrégats, et je pense que la saisie de l'existence réelle, c'est quelque chose qui est en dehors des agrégats. Indépendante. Oui. Et alors, j'ai demandé à Geshe-la, je lui ai dit, mais est-ce que ça pourrait ressembler, en fait, à la saisie d'un soi permanent, unique et indépendant ? Cette saisie, en fait. Je lui ai posé la question.
Est-ce que ça pourrait ressembler à ça? Parce que moi, je me dis, ça peut ressembler à ça. Le jeu, il paraît permanent, il paraît unique, il paraît indépendant. Et je lui dis, est-ce que ça pourrait ressembler à ça? Et bon, c'est peut-être à respécifier avec lui. Est-ce qu'il n'y a pas la notion de... prends le micro, s'il te plaît. Que quand on cherche ce jeu qui n'existe pas en soi, enfin pour le mettre en place, est-ce qu'il n'y a pas cette notion que, par exemple, si je me cherche Myriam, là, comme si j'existais avec des caractéristiques qui sont propres à Myriam, quoi, en fait, qui ont ses propres que Myriam, elle est là avec ses propres caractéristiques, alors qu'un soi autonome et substantiel, c'est simplement l'impression que j'existe en tant que personne et que cette personne, je la trouve comme je trouverais mes agrégats, mon corps, mon esprit et ma personne, quoi, en fait. Tu vois, enfin, est-ce que Ouais, je sais pas. Non. Parce que effectivement, quand on a cette impression d'un soi existant de façon inhérente, c'est que ce que je perçois comme étant Myriam, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi, quoi, en fait. Et ça a mes caractéristiques. Oui. Et la personne autonome et substantielle, c'est pas ça? Ce serait plutôt quelque chose comme existant en substance, c'est-à-dire c'est plus grossier, quoi. C'est-à-dire que ça existe comme une entité. Même sans avoir la caractéristique Myriam et tout ça, ça existe comme étant là. Oui, quelquefois on dit c'est celui qui contrôle. Par exemple, si on regarde les agrégats et le soi, en fait, qu'est-ce qui vient avant? En fait, c'est les agrégats qui existent avant. Et le soi dépend des agrégats. Le soi est subordonné aux agrégats. Mais dans la saisie autonome et substantielle, le soi, c'est le contraire. Hein, le soi est au-dessus. Les agrégats sont subservients, le soi vient en premier. Et les agrégats dépendent du soi. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Après, bon, pour terminer ce que je disais là, j'ai demandé à Geshe-la, est-ce que quand on cherche à faire surgir cette saisie d'un soi qui existerait de façon inhérente, ça peut ressembler au soi qui est permanent, unique et indépendant, qui est le plus grossier. Geshe-la me dit, ah, mais le soi qui est permanent, unique et unitaire et indépendant, c'est pas si facile que ça. C'est pas quelque chose de super grossier dont on se débarrasserait si facilement, il a eu l'air de dire. Et donc il a dit oui, ça peut ressembler à ça, mais il a eu l'air de dire que la différence, c'est que le soi qui est permanent, unique, indépendant, c'est quelque chose de simplement acquis. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est simplement acquis, c'est-à-dire qui est déterminé, comme il est dit ici, en fait, dont on pense qu'il est correct qu'il existe de cette façon-là. Il est acquis. Hein, en disant c'est la réalité. Hein, c'est la saisie de réalité qui est acquise, à laquelle on acquiesce. Alors que dans la saisie de l'existence intrinsèque, c'est pas du tout acquis, c'est-à-dire c'est pas du tout acquiescé, c'est quelque chose de complètement inné. Ça doit être complètement inné. Bon, ensuite, c'est un sujet difficile. Moi, je peux pas vous dire exactement quelle est la différence, mais une des choses, que ça s'est dit et qui est aussi en rapport avec ce qu'on étudie, une façon de savoir si, par exemple, la saisie quand vous identifiez la saisie, est-ce que vous identifiez la saisie de l'existence inhérente? C'est que quand vous la niez, quand vous niez l'existence inhérente, quand vous arrivez à nier cela et vous arrivez à cette vacuité, en fait, à partir de cette vacuité, vous pouvez, en appliquant le même raisonnement, très facilement réaliser la vacuité aussi des phénomènes, c'est-à-dire des agrégats, etc., puisque c'est le même niveau de vacuité. C'est quelque chose que vous pouvez transposer facilement à autre chose. Et donc ça montre que ce que vous avez réfuté, c'est l'existence inhérente.
Vous comprenez? Alors que si vous réfutez simplement la saisie d'une personne autonome et substantielle, lorsque vous réfutez ça, cette compréhension, vous ne pouvez pas l'appliquer aux autres phénomènes. C'est compréhensible? Voilà. Donc ça, c'est une chose aussi à retenir. Merci. Donc on peut dédier dans la vacuité. Les mérites sont vides, n'est-ce pas? Mais même s'ils sont vides, ils existent. Donc c'est bien. On ne perd pas notre temps. Ils existent en dépendance de tous les efforts qu'on fait, toutes les causes, les conditions qu'on y met. Et donc aussi de la désignation qu'on en fait. Et donc, grâce à ces mérites, puissons-nous donc développer la compréhension de la bodhicitta, la compréhension, la réalisation de la vacuité, la sagesse de la vacuité, et donc suivre le chemin et atteindre l'état d'éveil pour le bien de tous les êtres qui sont aussi simplement désignés. Et donc la personne qui fait la dédicace, le fait de faire la dédicace et la dédicace qui est faite, et donc les mérites, les êtres, l'état d'éveil, donc tout ça est complètement vide. Il n'y a pas un seul atome d'existence de son propre côté, d'existence ultime. Mais tout existe cependant grâce à l'interdépendance. Ajan Chusen Shorimbochi Ma Kepa Nanke Gyushi Kepa Nyamba Me Paya Gone Gandu Pewa Sho Toni Tawa Ke gyuchi ke pa nyamba me paya gone gondu pewa sho. Merci.